Zelda Tears of the Kingdom est le dernier jeu de la licence Zelda. On y suit Link et Zelda quelques années après Breath of the Wild, qui décident de visiter les profondeurs d'Hyrule. Durant leur expédition, ils trouvent les ruines d'une ancienne civilisation, les Sonao, qui ont laissé graver sur les murs l'histoire de l'ancien temps et du combat contre le roi démon. Puis en continuant leur expédition, ils font une terrible rencontre. Un homme, ou du moins ce qu'il en reste, scellé par une mystérieuse main d'une lueur verte. Puis tout à coup, le mystérieux homme se réveille de son sommeil millénaire et déclenche le grand cataclysme. Le château d'Hyrule, ainsi qu'une grande partie du monde, monta au ciel. Les miasmes des ténèbres font leur apparition et parasitent les grandes contrées d'Hyrule. Quelque temps plus tard, Link se réveille dans un temple céleste après avoir vu Zelda disparaître sous ses yeux, l'épée de légende brisée et un nouveau bras. Il n'a désormais plus qu'un objectif en tête, retrouver Zelda. Donc voilà, si vous n'avez pas fait le jeu, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Ce jeu est vraiment incroyable. Ça fait super longtemps que je n'ai pas ressenti ça en jouant à un jeu vidéo. Ce jeu te prend aux tripes et te donne constamment ce plaisir de découverte. Mais avant de parler du jeu, il faut bien placer un petit peu de contexte. Déjà sur comment va se dérouler la review, mais aussi sur un point très important du jeu. C'est la comparaison avec Breath of the Wild. Le jeu, malgré toutes ses qualités et toutes ses nouveautés, ressemble beaucoup à son prédécesseur. Et c'est un point que l'on est obligé de prendre en compte dans la review. Parce que bon, c'est possible de le prendre individuellement. Je dis que le jeu est cool et c'est bien quoi. Mais d'une, ce serait injuste pour le premier jeu parce qu'il n'aura pas de review. Parce que oui, c'est un honneur d'avoir une review de Sosoben. Mais aussi parce que le jeu souffre du syndrome du jeu complémentaire. Malgré sa qualité, il y a eu quelque chose avant qui a fondé les bases. Et c'est un élément qu'on ne peut pas négliger. Comme point de comparaison, je prendrais Pokémon Ultra Soleil et Lune. Les jeux sont excellents, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être sorti un an après la sortie des premiers jeux, plus le fait que les jeux ne soient pas si différents des premiers, c'est assez mal passé. Donc du coup, en gros, on va parler de Tears of the Kingdom tout en prenant en compte Breath of the Wild. On va comparer les deux jeux, voir les points positifs et négatifs de chacun, mais surtout faire un constat final sur la saga sauvage. On va commencer par l'histoire et les personnages. Et déjà d'entrée de jeu, il y a beaucoup de choses à dire. Dans les deux jeux, nous suivons Link, héros légendaire et porteur de la lame purificatrice, qui va devoir, grâce à son courage et sa ténacité, sauver la princesse Zelda. Celle-ci étant prisonnière à cause du malin, que ce soit Ganon ou Ganondorf. Et nous allons donc devoir, au cours de notre belle aventure, nous équiper, nous préparer à affronter le malin. Mais que ce soit dans Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, nous avons ce sentiment d'incompréhension, celui de ne pas savoir ce qui se passe. En effet, dans le premier, Link est amnésique, il a tout à apprendre. Tandis que dans le deuxième, Link a retrouvé sa mémoire, mais il a tout perdu. Et s'il y a bien un point fort dans cette saga, c'est bien l'apprentissage. Le jeu nous laisse champ libre pour explorer, pour apprendre, et c'est un énorme point fort. Mais bon, on parlera de tout ce qui est gameplay et exploration plus tard. Attardons-nous sur l'histoire et les personnages. Étant donné que les jeux trouvent toujours une excuse pour pas exploiter l'or dans le présent, eh bien on parlera très peu du présent finalement. Parce que c'est quoi l'histoire du présent? C'est tout simplement les conséquences du passé, et vite fait quelques histoires de village. Oh regardez, il y a de la viande qui possède les gens, ouais il neige, ça pue beaucoup ici, etc. etc. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera des personnages du présent. Et j'en aurai des choses à dire. Donc on commence par l'histoire. Et évidemment que Tears of the Kingdom est meilleur. Breath of the Wild était une énorme prise de risque à l'époque. Un monde entièrement ouvert, très grand, avec d'innombrables objectifs. Et avec la masse d'informations et de nouveautés à faire, c'est normal qu'ils aient pas plus insisté sur l'histoire. Parce qu'au final, l'histoire du premier jeu, elle est assez simple. On est juste Link qui doit aller sauver Zelda. Et même quand on essaye un petit peu de creuser le lore, on n'apprend pas des dingueries non plus. Ganon aurait possédé la technologie Sheikah et aurait fait en sorte de le retourner contre les Hyliens. Mais bon, on ne sait ni pourquoi, ni comment, ni rien du tout. Alors que dans Tears of the Kingdom, les fondements étaient là. Le monde ouvert était déjà prêt, il y avait tout de bon. Et ben les mecs ils se sont dit, allez, on va développer l'histoire. Et c'est comme ça qu'avec une histoire toujours aussi simple, on a quelque chose de mieux fait. Parce que oui, c'est toujours Link qui doit aller récupérer Zelda, et qui doit protéger son peuple d'ailleurs. Et ici, on a beaucoup plus d'éléments intéressants. Que ce soit simplement le fait d'être à l'époque de la création d'Hyrule, ce qui nous permet de rencontrer des personnages super cool, comme le tout premier roi d'Hyrule, Raoru, ou sa femme, Sonia, ou le puissant Ganondorf. Au final, ce qu'il faut comprendre de l'exploitation de l'histoire, c'est que dans le premier jeu, les éléments d'histoire servaient à poser les fondations, nous permettre à nous, joueurs, de s'intégrer à l'univers, avec des personnages plutôt attachants, et le deuxième jeu construit par-dessus. On a les bases, on a tout pour comprendre, maintenant on peut en savoir beaucoup plus. Et des choses assez sombres d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre avec l'histoire, c'est que certes on a les fondations et on construit par-dessus, mais le jeu ne se gêne pas à détruire des fondations. Rien de gênant qui pourrait ruiner l'histoire, mais c'est quand même assez perturbant de se dire qu'on a mis du temps à construire ça pour qu'au final ce ne soit plus utile, mais bon, j'en parlerai après. Maintenant, passons aux personnages. Et ils sont très forts.
très fort pour nous faire apprécier des personnages morts. Vraiment, la plupart des personnages intéressants sont morts. Et ce sont les seuls personnages qui sont un minimum développés et intéressants. Bon, évidemment, il y a Link, Zelda et Ganondorf qui sont un peu à part, mais bon, pour le reste, ils sont morts. Donc bah allez, on commence par Link, le héros de l'histoire. Et malgré le fait qu'il se renferme dans le mutisme, il a plus de choses à raconter que n'importe qui. Le chevalier servant qui, peu importe l'espace ou le temps, se dévoue à sa tâche, sauver sa princesse. Et là où dans le premier jeu Link était inconnu, ce n'était qu'un écho du passé, eh bien dans Tears of the Kingdom, c'est une légende. Il a déjà sauvé le monde. Et les gens l'acclament, les gens aiment Link. Ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été le cas dans un jeu Zelda. Link est un symbole de courage et de dévotion. Il est le sauveur et celui en qui on peut avoir confiance. Et quand on voit toute la mystification de ses actes, on a vraiment la sensation de jouer un héros légendaire. Et c'est ça qu'on aime avec Link. Link est probablement l'un des meilleurs héros du jeu vidéo, et ce n'est pas pour rien, il le mérite. Ensuite, parlons de Zelda, la princesse en détresse qu'il faut aller sauver. Mais bien heureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans le premier jeu, on connaît Zelda grâce aux souvenirs, des échos du passé, du temps du fléau. On y voyait donc Zelda qui débutait en tant que princesse et qui était accompagnée de Link et des prodiges. Et elle était insupportable. C'était une gamine pourri gâtée qui se plaignait tout le temps, mais qui était surtout jalouse de Link. Le fait qu'il soit si parfait comparé à elle l'a renfermée dans une sorte de haine qui l'a rendue très malveillante avec lui. Mais voyant que c'est un homme de cœur, elle décide d'être plus gentille avec lui, jusqu'au jour où il se sacrifiera pour elle. Et où elle comprendra que Link c'est un bon gars, et que son comportement a été mauvais. Le mec ne s'est jamais plaint, il n'a jamais été méchant, et il a quand même sauvé Zelda et le royaume au péril de sa vie. Mais malheureusement, après ça, Zelda est scellée pour protéger Ganon. Et donc quand on la revoit à la fin du jeu, elle est un peu plus sympa. Mais ce qui est super cool dans Tears of the Kingdom, c'est que la Zelda que l'on suit, c'est la Zelda du présent qui a été transportée dans le passé. Et du coup, on n'a plus la Zelda aigrie, un peu énervante. On a la vraie reine, la femme de cœur, la femme forte qui est prête à tout pour son royaume. Et c'est incroyable, Zelda est un excellent personnage. Toutes les scènes où on la voit agir comme la reine qu'elle est, c'est formidable. Au début, elle est dans le doute, elle a peur, elle ne sait pas où elle est. Puis au lieu d'être égoïste comme avant, elle réfléchit, elle sait que Link est en danger aussi. Et elle fera tout pour l'aider, elle pense à lui, quitte à se sacrifier. Et c'est pour ça que le Protège mon peuple, c'est une scène incroyable. Et montre totalement le développement de Zelda. On est passé d'une petite gamine prétentieuse et superficielle à une reine qui se respecte, une reine qui fait tout pour son peuple. Et qui, accessoirement, aime Link. Link est la dernière personne qui reste à Zelda. Il est le seul et unique qui peut rester avec elle. Toutes les autres personnes, que ce soit les prodiges, Raoru et tout ça, ils sont tous morts. Et du coup, c'est assez sympa de voir Zelda avoir une relation particulière avec lui. Jusqu'où elle ira, je ne sais pas, mais ce sont plus que des amis. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir de voir ces deux personnages ensemble. Ils le méritent, encore une fois. Mais qu'est-ce que le mérite? À partir de quand peut-on le réclamer? Est-ce que l'on mérite ce qu'on veut de par la naissance ou de par les actes? Eh bien, c'est le propos de Ganondorf, l'enfant rare qui ne veut pas s'arrêter à gouverner qu'un peuple de femmes. Le propos de ce personnage est tout simplement excellent. Sa simple existence est déjà quelque chose d'incroyable. Faisant partie du peuple Gerudo, peuple composé uniquement de femmes, la naissance d'un homme est quelque chose de très rare. Il finit donc par gouverner ce peuple parce qu'il le mérite. Il le mérite car son existence est exceptionnelle. Donc par simple logique, si il mérite de gouverner un peuple de femmes, pourquoi ne mérite-t-il pas de gouverner le monde? Alors c'est ce qu'il tente de faire. Il lève une armée pour aller récupérer Hyrule, mais malheureusement Raoru l'en empêche. Pour éviter les problèmes, il part voir Raoru pour s'expliquer, mais c'est à ce moment qu'il comprend quelque chose. Raoru a aussi mérité son trône. En effet, il est l'héritier des Sonao, peuple divin qui est descendu du ciel. Et du coup, au final, quelle est la différence entre les deux? Les deux sont des êtres exceptionnels, mais sous prétexte que l'un est un descendant divin, il est censé plus mériter le trône que d'autres? Eh bien non. Et c'est pour ça que Ganondorf veut le pouvoir à tout prix, parce qu'il le mérite aussi. Et c'est pour ça que Ganondorf est un personnage super intéressant, parce que son combat là, il est légitime. Il est malveillant, oui d'accord, mais toute cette malveillance là, elle a un sens. Et on peut même faire le rapprochement avec la lutte des classes. Les étrangers des quartiers malfamés qui veulent s'imposer, mais qui seront toujours écrasés par la royauté. Et quand la plupart acceptent ce constat, certains se battent. Et malgré le fait que le monde entier soit contre eux, ils se battent, se relèvent toujours et luttent pour leurs ambitions. Mis à part ça, le personnage est ultra charismatique, il en impose et ultra menaçant dans les souvenirs. Il est prêt à tout pour son but et sa forme de roi démon est incroyable. Bon, par contre, je veux bien qu'il soit malveillant, mais c'est quoi ce sourire de détraqué là? On en a un tout petit peu parlé juste avant, mais maintenant parlons de Raoru. Et un tout petit peu de Sonia. Raoru, c'est en quelque sorte un roi amélioré. C'est le roi d'Hyrule, celui qui est censé aider Link dans le tutoriel. Il l'accompagne en lui expliquant ce qui se passe, et voilà. Sauf que Raoru, contrairement à Roam, est un être adorable. Roam était un roi très aigri. Je comprends pourquoi Zelda l'était. Avec un père comme ça, c'est compliqué d'être joyeux. Mais bon, ce qui est bien avec Raoru, c'est qu'il est bienveillant. Il est cool, il est posé. Il a quand même accepté de voir celui qui a essayé de prendre son royaume. Mais il faut pas l'énerver le Raoru. En effet, c'est un descendant des Sonao. Et il cache donc en lui une force incroyable. Mais du coup, on rentre dans le seul point négatif que j'aurais avec Raoru, c'est que c'est dommage de pas nous avoir montré un peu plus les Sonao. Ok, il y a Raoru et sa sœur. Ok, ils ont une technologie de ouf. Mais
pas plus. On aurait pu avoir leurs origines, la raison de pourquoi ils sont descendus du ciel, en apprendre plus quoi. Mais bon, niveau question en suspens, ça, on peut les laisser de côté. En effet, il y aura probablement un DLC qui pourra peut-être nous éclairer. Mais bon, dans tous les cas, je sais pourquoi Raoru est descendu du ciel, et c'est pour Sonia. Mais quelle femme incroyable, sérieux. Tout comme Raoru, elle évoque la douceur. Ce sont tous les deux des personnages très doux, qui sont super agréables, et qui vont aider au développement de Zelda en plus. En effet, n'ayant pas de figure parentale, ces deux-là vont aider à construire la future reine qu'elle sera. Et même si on ne voit pas toutes les interactions qu'ils ont entre eux, on comprend qu'ils ont joué un rôle important dans la vie de Zelda. Mais encore une fois, tout petit point négatif, j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur Sonia. Pourquoi a-t-elle le pouvoir du temps ? Est-elle la descendante d'une déesse ? Pourquoi un pouvoir aussi fort chez une simple Ilienne ? Et ça aussi, ça fait partie des interrogations. Pourquoi ? Mais j'aurais une autre question. Pourquoi les produits sont devenus aussi nuls ? On passe de l'équipe de Breath of the Wild qui était excellente à celle de Tears of the Kingdom qui est passable, tout en passant par celle du passé qui est nulle. Je ne parlerai donc pas de l'équipe du passé, eh bien parce qu'il n'y a rien à dire sur eux. Il n'y a aucun développement et ne sont en aucun cas un minimum attachants. Ce qui est fort dommage. Mais bon, point positif, ça me fait économiser du temps de vidéo. Donc bah allez, c'est parti, on parle des prodiges du temps du fléau. Ah là là, quelle fine équipe. On peut ne pas les aimer, mais chacun à leur échelle apporte quelque chose. Que ce soit Daruk qui joue le rôle du grand frère protecteur, Revali qui joue le rôle du rival, Urbosa qui amène la chaleur maternelle à l'équipe, et Mipha qui apporte une certaine ambiguïté dans la relation qu'elle a avec Link. Et puis ils ont chacun une personnalité différente. Entre Daruk qui est fort et solide mais qui a peur des chiens, Revali qui se la pète un peu mais qui a un petit sentiment d'infériorité, Urbosa qui est un symbole de femme forte et qui va aider Zelda à s'améliorer, et Mipha qui est la meuf sérieuse. Ouais bon, j'aime pas trop Mipha. Je trouve que le personnage dénote beaucoup trop avec les autres, et que là où les trois autres justement sont assez éclatants, ben elle est pas assez justement. Le fait qu'elle soit beaucoup trop prude, on va dire, empêche le personnage d'être quelque chose d'autre. Mais en soi le problème ce n'est pas le fait qu'elle soit prude, mais plus le fait qu'il n'y ait ni développement ni justification par rapport à ça. Comparons avec les deux autres femmes présentes. On a Urbosa, une femme forte et accomplie qui doit jouer son rôle de reine. Elle se doit donc d'être forte et sérieuse, mais quand on la découvre un petit peu plus dans son intimité avec Zelda, on découvre vraiment un personnage adorable. Elle est super protectrice avec Zelda, et elle lui apporte finalement la chaleur maternelle qu'elle n'a pas pu avoir. Tout cela en étant à côté une reine forte et sérieuse. En ce qui concerne Zelda, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le fait qu'elle commence l'histoire en étant insupportable, et qu'elle la finisse en étant humble, ça c'est bien. Et si vous voulez même encore plus de justification, parlons des autres prodiges. Prenons Revali d'abord. Le mec il est super aigri, super énervé tout le temps contre tout le monde, c'est un mec qui a vraiment la grosse tête, mais tout cela c'est pour cacher son sentiment d'infériorité. Il ne comprend pas pourquoi c'est Link le héros, et il se sent beaucoup trop faible. Par contre, petite parenthèse, il y a un point super important qu'on aurait pu traiter avec Revali, c'est le racisme. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que dans Hyrule, il y a plusieurs peuples. Les Zora, les Gorons, etc. etc. Ils semblent tous vivre heureux sans souci. Eh bien, je pense que ça aurait été pertinent de parler un peu de racisme. Et j'ai deux personnages de choix, Revali et Riju. Pour Riju, on en parlera plus tard, mais pour Revali, c'était tout choisi. Le mec, il est aigri, il déteste Link, et montrer un personnage qui est soit ouvertement raciste, mais qui va finir par changer, ou un personnage qui souffre de discrimination, ça aurait été pertinent à propos de son sentiment d'infériorité. Le mec se sent faible parce qu'il fait partie d'une race inférieure, entre guillemets. Donc voilà, fin de la parenthèse. En ce qui concerne Daruk, on le voit bien, c'est un mec fort et solide, qui joue le rôle de grand frère, donc il se doit d'être fort, de protéger tout le monde, mais le mec il a peur des chiens. Et ça c'est incroyable, ça dénote totalement avec le personnage et c'est super marrant. En plus du fait que Daruk soit un personnage super fun. Il est drôle, il est souriant, et ça c'est cool. Mais du coup, comparant avec Mipha, ben la meuf elle sert à rien. Il n'y a pas vraiment de moment intéressant avec elle. Bon, on a vite fait sa relation avec son frère et la pseudo-ambiguïté qu'elle a avec Link, mais sinon rien. Et c'est fort dommage quand on voit que tous les autres sont cool. Bon, avant de passer aux autres prodiges, parlons de quelques scènes incroyables en rapport avec les anciens prodiges. Tout d'abord, on a la scène où toutes les créatures divines attaquent le fléau. C'est une scène vraiment forte en émotion, parce qu'on ressent vraiment l'urgence et l'envie d'attaquer Ganon. Ils ont attendu une centaine d'années pour ça, et ça se concrétise enfin. Et puis l'une des scènes du DLC Lodo Prodige, la scène de la photo. C'est une scène vraiment cool, là où on voyait pas beaucoup les interactions qu'ils avaient ensemble, parce que bon, généralement ils sont solo, ben là c'était cool de les voir tous ensemble. Dans un moment tranquille, un moment de bonheur, et c'est fort agréable quand on sait tout ce qui va se passer après. Bon, maintenant passons au prochain prodige. Mais avant de parler de leur développement dans Tears of the Kingdom, parlons de leur utilisation dans Breath of the Wild. Eh bien, c'est très faible et même très nul. Les prodiges de la nouvelle génération ne sont vraiment pas ouf. Que ce soit Teba qui est oubliable, Riju qui est sympa sans plus, Yunobo qui est super désagréable, et à la limite il y a Sidon qui passe bien. Ces persos symbolisent l'espoir des peuples. Mais malheureusement il n'y a rien de tout ça dans le jeu. Ils sont anecdotiques, ils nous aident vite fait au début et ça y est, ciao. Mais bon, oui, vous allez me dire les anciens prodiges ont une place plus importante, et que du coup c'est pour ça qu'ils ont été éclipsés. Bon bah du coup regardons ce qui a été fait dans Tears of the Kingdom. Eh bien c'est quasiment pareil finalement. Teba laisse place à son fils Babil, qui est tout aussi banal que lui. Riju qui est un petit peu plus sympathique car elle prend son rôle de reine au sérieux. Elle essaie de s'améliorer pour protéger son peuple,
mais il manque un truc, c'est pas la même chose qu'Urbosa par exemple. Et d'ailleurs, nouvelle parenthèse, mais à propos du racisme, pourquoi ne pas avoir développé ça avec Riju? En effet, parce que Ganondorf, c'est un Gerudo comme elle. Le plus grand antagoniste, celui qui dérange tout le monde depuis des centaines d'années, est comme elle. Et pourquoi on n'a pas de scène où des personnages se méfient d'elle? Pourquoi n'est-elle pas consciente de ce qu'il est? Parce que c'est une Gerudo, elle est censée savoir qui est Ganondorf. On aurait pu avoir des scènes très intéressantes où Riju assume son origine et décide de redorer l'honneur de son peuple. Parce que du coup, on a un personnage qui est super vide, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus complet. À la limite, pour les autres prodiges, je veux bien comprendre. Alors pourquoi ne pas avoir développé ça avec Riju? Mais bon, peut-être dans un futur DLC. Ensuite, concernant Yunobo, bof, hein. Il est pas aussi désagréable que dans le premier, mais bon, il est pas remarquable non plus. C'est un personnage banal, et c'est très dommage. Surtout quand on le compare à Daruk. Et ensuite, Sidon. Sidon, c'est le personnage le plus sympa. Il est cool, il est charismatique, il est sympathique. Comme Riju tient son rôle de roi à cœur, là où son père a fui après une défaite, Sidon essaye de réparer les pots cassés. Et le voir autant investi envers son peuple, c'est quand même sympa. Mais il manque un dernier prodige, non? Eh bien oui, dans Tears of the Kingdom, il y en a un autre. Et c'est Mineru, la sœur de Raoru. Et autant niveau caractère ça va, elle est plutôt sympathique, le côté mûr et mystique change un peu par rapport aux autres personnages qu'on a pu connaître, et qui se rapprochent beaucoup de Raoru d'ailleurs, mais malheureusement Mineru est assez en retrait. Son but c'est littéralement juste de raconter l'histoire du passé, et c'est tout. Elle donne des indices par rapport à l'épée de légende, elle donne des indices sur ce qu'est devenu Zelda, mais mis à part ça, elle ne sert à rien. Mais aussi, autre point qui est assez dommage, Mineru fait partie du passé. Tout comme les anciens prodiges, elle a aidé Raoru lors du combat contre le roi démon. C'est donc un vestige. Mais elle traverse les époques pour aider Link. Ok, mais elle aurait pas pu juste l'aider et s'en aller, parce qu'il y a un autre personnage qui mérite la place de sage. Un personnage qui est super important, qui aide Link, et qui n'a malheureusement pas assez de lumière. Et c'est Proa. C'est littéralement le premier personnage majeur que l'on rencontre dès qu'on commence le jeu. Elle nous explique ce qu'il faut faire, et surtout, elle est la créatrice de la tablette Proa. La tablette où Mineru sera enfermé entre guillemets. Donc pourquoi ne pas avoir transmis le rôle de Mineru à Proa? Surtout qu'elle aurait pu nous aider à construire, voire améliorer le golem. Mais bon, c'est vraiment super dommage. Et concernant les autres personnages, c'est assez anecdotique comme d'habitude. Koga reste tout de même assez sympa, il est rigolo, mais n'est pas forcément très utile. Impa et Panya sont beaucoup trop mis en retrait et c'est vraiment dommage. Étant donné que le peuple Sheikah a une très grande importance en Hyrule, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont été autant mis en retrait. Mais vous savez qu'est-ce qui n'a pas été mis en retrait par contre? C'est le gameplay. En effet, entre les deux jeux, il y a une nette évolution. Mais avant de parler de Tears of the Kingdom, on va parler de Breath of the Wild. Le but du jeu était de nous faire sentir libres. Libres de nos actions, on pouvait faire ce que l'on voulait. Tu veux grimper cette montagne? Bah vas-y, tu peux la monter. Tu veux monter ce bâtiment? Vas-y, fais-le. Tu veux tuer cet ennemi de cette manière avec telle arme? Ok, vas-y, fais-le. Et on était quand même assez libre. Même si la fragilité des armes était assez pénible à force, ça rajoutait un sentiment de danger au jeu. Il fallait jamais compter sur nos acquis. Et une arme qui nous semblait précieuse pour nous lâcher à tout moment. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai entreposés chez moi. Mais du coup, à force de jouer, on finissait par connaître Hyrule. Une fois tous les sanctuaires faits, c'était assez vide finalement. On traînait pour espérer trouver quelques Korogu, on espérait trouver quelques coffres, mais rien de bien intéressant. Des fois on se lance des petits challenges, on essaie de battre des boss, avec plus ou moins d'équipement. Mais bon, à force c'était assez fatigant. Et personnellement j'ai assez vite lâché le jeu. Mais pour Tears of the Kingdom, c'est un peu différent. On retourne sur Hyrule, mais on a cette fois accès à deux hauteurs différentes, le ciel et les souterrains. Le ciel est très vaste, très vide, mais ce qu'on y fait est quand même assez intéressant. On essaie de trouver les différentes cartes au trésor disséminées un peu de partout, on essaie de trouver les vœux des sages, de battre les boss, etc. etc. Pour les souterrains, c'est la même chose. On essaie de trouver les différents trésors, de combattre les différents boss, et c'est tout. Le problème n'étant pas le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à faire, parce qu'au contraire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais c'est le manque de diversité et de fun à faire ça. Le problème du ciel, c'est à propos des déplacements. Parce que pour se déplacer dans le ciel, c'est super compliqué. Bon, ok, on peut se téléporter, etc. Mais la plupart du temps, il faut créer des machines volantes. Et ok, c'est cool de fabriquer des machines. Mais quand tu veux pas te téléporter, que tu veux juste te balader et jouer, quoi. Ta machine, il faut qu'elle dure assez longtemps. Donc il faut avoir assez de batterie, avoir une machine assez performante, et surtout avoir beaucoup de temps à perdre. Parce que des fois, tu peux te retrouver pendant 5 minutes à voler sans rien faire. 5 vraies minutes. Et ça, c'est quand même assez dommage. Pour les souterrains, c'est la même chose. Passer le sentiment de découverte d'un monde assez sombre et mystérieux, eh bien, il n'y a rien à faire. Ok, c'est marrant de chercher son chemin avec les graines de Lumos. Mais si c'est juste pour chercher son chemin, autant passer par les cratères. Parce qu'il n'y a rien à chercher dans les souterrains. On a des boss, mais bon, ils sont généralement mis dans des endroits précis, genre dans des sortes de dômes ou dans des forêts. Concernant les coffres, ils sont tous dans des mines, enfin les coffres les plus intéressants en tout cas, et les camps Iga ils sont clairement marqués sur la carte. Donc pour un jeu qui prône l'exploration, les souterrains ne donnent pas envie d'être explorés. Une fois qu'on a éclairé toutes les racines en tout cas. Parce qu'avant, oui c'est fun, même le ciel, même Hyrule en soi, tout est cool. Mais le fait de refaire la même chose que dans Breath of the Wild, mais 3 fois on va dire, c'est pas ouf.
Ce qui manque au jeu, je pense, c'est des événements aléatoires, des sortes de petites missions journalières pour aiguiser les parties, du style plus de linels dans les souterrains dans le temps imparti, ce qui pourrait nous pousser à aller dans tel endroit pour aller les chercher, et pourquoi pas avoir des bonus supplémentaires. Mais bon, je critique, mais ce qu'il ne faut pas du tout nier avec le jeu, c'est l'énorme sentiment de liberté. C'est littéralement Breath of the Wild mais x3. On peut faire ce que l'on veut. Mais tout cela nous est possible grâce à la nouvelle main de Link. Et celle-ci nous donne des compétences assez incroyables. Des compétences beaucoup plus utiles et intéressantes que dans Breath of the Wild. Parce que oui, dans le premier jeu, on avait quoi? On avait des bombes, un arrêt du temps, un déplaceur d'objets métalliques, un truc pour faire des blocs de glace, l'appareil photo et une moto. Oui, une moto. Mais dans Tears of the Kingdom, c'est beaucoup plus intéressant. On retrouve encore une fois notre déplaceur d'objets, sauf que ça ne se limite pas aux objets métalliques. On peut tout déplacer. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'on peut les fusionner. On peut placer des objets sur d'autres pour faire des constructions. Donc libre à vous de créer ce que bon vous semble, que ce soit une moto céleste, une voiture, ou même des Metal Gear. Oui, les gens sont fous. Mais c'est super cool. Les joueurs basiques créeront des choses assez simples pour avancer dans le jeu, tandis que les gens plus talentueux feront des choses énormes. Chaque expérience de jeu n'est pas la même. Et ça, c'est un point non négligeable. Une simple fonctionnalité permet de créer autant de diversité, que ce soit pour l'exploration, le farm d'objets, ou même le combat. Certaines personnes tuent des ennemis sans armes, juste avec des constructions. Et ça, c'est totalement incroyable. Ça peut peut-être dénoter avec le côté Zelda, le côté très médiéval, très fantastique, mais personnellement, je trouve que ça s'imbrique plutôt bien. Il n'y a vraiment aucun effet anachronique et c'est plutôt cool. Ce que l'on construit ne fait pas trop ancien ni même trop futuriste. C'est dans l'air du temps. Ensuite, parlons de l'amalgame. Capacité super intéressante, encore une fois, qui nous permet de fusionner les armes entre elles. On prend une arme, on lui met un objet, et bam. Et là où de base on avait une très grande diversité d'armes, des petites, des grandes, des enflammées, etc. et bien ici c'est boosté encore plus. On prend une arme super forte, on lui met un élément de monstre, et ça y est, on finit le jeu. Et là où le problème de Breath of the Wild c'était que les éléments de monstre, on s'en foutait un peu, quasiment personne faisait des potions, et c'était fatigant de farmer pour les faits, et bien ici ils ont une utilité. On met des éléments de monstre sur des armes, et bam, on a les meilleures armes du jeu. Mais c'est aussi amusant de faire n'importe quoi. Mettre un ressort sur un bouclier pour aller plus haut, mettre une fusée sur un bouclier pour s'envoler, ça tout le monde l'a fait. Mettre une feuille Koroku sur une épée pour faire du vent, et mettre une queue de Lethal pour faire un lasso. Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Et c'est ça qui est ouf avec le jeu, c'est qu'il nous cache beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à faire, à découvrir, et c'est ça qui est incroyable. C'est ce sentiment de liberté qui est cool. Parce que oui, avoir un monde ouvert ultra grand, c'est bien, mais s'il est vide, c'est pas ouf. Alors que là, oui, on a un monde ouvert, on a même plusieurs mondes ouverts, mais le gameplay nous offre autant, si ce n'est plus de liberté. Et ça, c'est vraiment bien. En parlant de liberté de mouvement, parlons d'infiltration. C'est tout simple, il n'y a pas autant d'utilisation qu'Amalgam ou que le déplaceur d'objets, mais la liberté qu'il nous offre, c'est incroyable. Dans le premier jeu, pour se déplacer, il fallait soit marcher, soit partir à dos de cheval, soit s'envoler. S'envoler sur les différents sanctuaires en se téléportant. Ici, pour se déplacer, on peut aller à pied, à cheval, en faisant des constructions, etc. Mais quand tu as juste besoin d'aller en hauteur, quand tu peux pas te téléporter en haut, et que t'as la flemme de faire un détour ou de passer je ne sais où, et qu'escalader ça prendrait beaucoup trop de temps, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu utilises infiltration. Infiltration te permet de traverser les murs, mais qu'en hauteur. Et c'est trop bien. Cette simple fonctionnalité rajoute encore plus de fluidité au jeu. Parce que oui, l'un des plus gros problèmes de Breath of the Wild après Tears of the Kingdom, c'est la rigidité. Parce que finalement, le premier jeu était assez rigide. Niveau déplacement, c'était pas ouf. Et au niveau de l'escalade, certes, on a beaucoup de liberté, mais on est très facilement ralenti, que ce soit par la pluie ou par le manque d'endurance. Et bien ici, le fait de faire infiltration nous permet d'aller où on veut, et de manière beaucoup plus simple. Fini les temps de chargement à rallonge quand on veut aller d'un endroit à un autre. Utiliser infiltration vous permettra d'économiser un peu plus de temps. Et ça, c'est génial. En ce qui concerne rétrospective, pas beaucoup de choses à dire de plus, mais c'est quand même cool. Ça permet de sauver bon nombre d'erreurs, mais comme Cinétis dans le premier jeu, j'aurais aimé que ça s'applique aussi aux ennemis. Mais bon, c'est pas grave. Et bon, les deux derniers pouvoirs, j'en parlerai pas parce que c'est pas très intéressant. Duplicata permet juste de refaire les constructions qu'on a faites, et l'appareil photo, c'est la même chose que dans le premier jeu. Donc voilà, avant de conclure avec les points intéressants, parlons du bestiaire du jeu. Et il est nettement meilleur que dans Breath of the Wild, largement. Normal encore une fois, le premier jeu était un test. Et affronter des inox, des lithorock et des linels, c'est sympa, mais bon, à force, voilà. Mais dans ce second jeu, le bestiaire est beaucoup plus énorme. Pas tant en termes de nombre, mais en termes de défis. Parce qu'encore une fois, dans le premier jeu, les boss étaient assez simples. Mis à part les linels qui étaient un peu durs, le reste on roulait dessus. Et bien dans ce jeu, c'est pas la même du tout. Les linels sont toujours aussi durs. Les golémax, la difficulté c'est de comprendre comment les battre. Mais surtout les griocs, dragons énormes qui sont super puissants. Et battre son premier grioc, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment. Et même au niveau des boss principaux, dans le premier jeu on avait les ombres de Ganon, qui étaient sympathiques mais bon elles se ressemblaient toutes, et puis Ganon la calamité qui était moche, vraiment.
Le combat était pas si ouf que ça, pas tant remarquable mis à part le coup des prodiges, mais bon c'était pas ouf. Alors que dans Tears of the Kingdom, il y a toute une mise en scène et c'est incroyable. Déjà avant le combat des profondeurs, le fait que tous les prodiges arrivent pour aider Link dans le château, c'était incroyable, c'était magnifique. Et puis même l'arrivée dans les souterrains, c'était aussi incroyable, le fait de combattre toute une armée de monstres, avec petit à petit les prodiges qui viennent nous aider, c'était trop bien, vraiment. Pour au final nous battre contre Ganondorf, le roi démon. Et on a enfin la sensation de se battre contre un personnage, parce que le problème de la saga sauvage, c'est qu'on fait que de se battre contre des monstres. Et le combat contre Ganondorf est incroyable. C'est un maître d'armes comme nous, il se bat comme nous, il esquive comme nous, et le combat est rude. Et même en termes de mise en scène dans le combat, le fait que lors de la transformation en roi démon, la barre de vie de Ganon sort du cadre, c'est incroyable, vraiment. Ça nous permet de comprendre qu'on se bat pas contre n'importe qui. Ce type, c'est le roi démon, le plus fort de tous les ennemis du jeu. Et on peut même faire le parallèle avec l'histoire de Ganondorf. Cet homme qui, de par la naissance, est incroyable, qui ne veut pas se limiter à gouverner un peuple de femmes, ne se limite pas à sa barre de vie. Il sort du cadre, il sort des normes, et sa barre de vie en est la preuve. Et puis phase finale, le combat contre le dragon noir, c'était incroyable aussi. Un combat très beau, le noir face au blanc, le yin face au yang, mais surtout Kaido contre Momonosuke, c'est quoi ça? Et vous avez cru qu'on l'avait pas vu ou quoi? Il y a même Luffy sur la tête de Zelda et ça c'est ouf hein. Mais bon, c'était un combat incroyable. Et on profite de ce combat pour parler de la meilleure scène du jeu, la chute de Link et Zelda. La chute à travers tout le ciel d'Hyrule, le fait que l'on soit dans une situation d'urgence, en effet il faut rattraper Zelda qui est en train de tomber, mais surtout la symbolique derrière tout ça, c'est la fin de plus d'un millénaire de souffrance. Zelda tombe et son sauveur, Link, doit l'aider. Il doit l'aider plus qu'il ne l'a jamais fait et qu'il ne le fera sûrement jamais. Et le fait de devoir la sauver par toute urgence montre à quel point la fin est proche. Les mains se rapprochent, les deux se rapprochent très vite du sol, une seule chose à faire, lui tenir la main et la protéger. Mais Link n'est pas qu'un simple sauveur, il est celui qui durant un millénaire a reçu les espoirs du monde, le lien entre le passé et le présent. Et pour nous remercier de toute cette belle aventure, nous avons encore une fois Zelda qui nous remercie de l'avoir sauvé après tant de souffrance, et on conclut le jeu et la review avec son sourire. Donc voilà, la review est à présent terminée, et déjà merci beaucoup si vous êtes resté jusque là, et du coup j'aimerais répondre à la question de base, quel jeu est le meilleur? Eh bien les deux jeux sont très bons, mais j'aurais quand même ma petite préférence pour Tears of the Kingdom. En effet que ce soit dans le gameplay ou dans le scénario, le jeu est nettement meilleur. C'est certes une redite de Breath of the Wild, mais c'est une redite mieux faite, et on peut critiquer les jeux 1.5, mais ce jeu ne mérite pas d'être critiqué. Il a le droit d'avoir sa propre identité, et est sûrement même l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc bah voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche. Un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois.